Dans cette saga de la psychologie positive et de la visualisation dans tous ses états, découvrons ce qu'est une pensée. Ça, c'est un sujet qui est totalement fabuleux et totalement merveilleux parce que beaucoup ne savent pas ce qu'est une pensée. Donc avant d'aller plus loin, on va découvrir ce qu'est une pensée. Et c'est en effet important que je vous éclaire sur bien des sujets le plus difficiles, justement, et de les positionner suivant leur importance. Ils sont tous à travailler avec sérieux, c'est-à-dire que toutes les conférences que je vais faire et que je fais sont à travailler avec beaucoup de sérieux et d'assiduité. Donc, j'ai donc choisi une logique physique pour vous faire comprendre tout ceci. Et je vous parle de création par la pensée, alors que vous ne savez peut-être même pas ce qu'est vraiment une pensée, comme vous ignorez le sens profond de la gratitude. En fait, vous utilisez la loi d'attraction depuis votre naissance en totale inconscience. Étrange, non? Vous ne trouvez pas? Au sens large du terme, penser est une activité physique, consciente dans son ensemble, le plus souvent totalement incontrôlé, qui recouvre les processus par lesquels sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens, la synthèse des images et des sensations réelles, voire imaginaires, qui produisent le concept que l'être humain associe pour apprendre, créer, agir et communiquer dans ce qu'il pense être sa réalité. Une pensée est la représentation physique d'un ensemble d'idées propres à un individu ou à un grand nombre, d'accord, dont peut naître un jugement qui exprime une opinion, une façon de penser, lorsque celui-ci est verbalisé. Je parle donc de la parole qui représente un grand chapitre dans ce livre et dans toutes ces conférences. Il est donc bien question de je regarde, j'écoute, je pense, je donne mon avis et donc je crée. Cette simple phrase devra en faire rougir plus d'un sur cette planète par la responsabilité qu'il porte au vu des créations négatives qu'il mène d'une main de fer pour amener les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Le chapitre sur la responsabilité en étonnera plus d'un et retournera les éléments face à leur créateur. L'acuité que vous avez à percevoir une pensée, à l'appréhender et à lui prêter attention peut entraîner chez vous un trait de caractère comme voir une pensée rigoureuse, comme avoir une pensée rigoureuse. Cela peut engendrer des actes, bien entendu, euh, voire évoquer des signes d'un traumatisme qui s'avère omniprésent. Alors tout cela engendre des actes, des ressassements, qui engendrent toujours plus de négativité et l'apport de l'énergie propre à chacun dans la création de ce que vous ne voulez plus. Il est étonnant de constater que l'homme adore ressasser ce qu'il déteste. Sa naïveté, son inconscience du fonctionnement de son propre corps lui donne la faculté d'être la bête de somme merveilleusement utile dans la création de sa propre déchéance. En écoutant attentivement les journaux télévisés, en prêtant attention à la presse, vous êtes devenu non seulement un excellent jardinier par le travail d'écoute, de répétition, de ressassement que l'on vous demande, vous êtes également le jouet merveilleux que l'on dirige là où on veut que vous alliez. Vous ne cherchez pas à comprendre, et puisqu'ils le disent à la télévision, c'est obligatoirement vrai. Ainsi, vous entrez dans une spirale infernale de créativité négative, acceptant de faire ce que d'autres ont décidé pour votre vie. En agissant de la sorte, en acceptant ce que l'on vous dit pour vrai, vous engagez donc votre propre responsabilité dans la pièce de théâtre qui se joue actuellement. Totalement inconscient pour votre propre avenir et que votre propre avenir se joue d'ailleurs. Vous êtes devenu le co-créateur et bien entendu, cela n'enlève rien à la responsabilité totale de ceux qui utilisent ce savoir contre vous-même et l'humanité en étant pleinement conscient de son fonctionnement. Vous constaterez dans le chapitre de la responsabilité l'intérêt de tout cela et que le prix à payer sera lourd pour certains. La pensée est donc le résultat d'un fonctionnement merveilleux de notre intelligence
unique. L'association de nos trois cerveaux combinés dans une intelligence primordiale, la pensée, représente l'organe voué à la formation de représentations intellectuelles pseudo-conscientes, engendrées grâce à la synthèse combinatoire des stimulus sensoriels perçus par l'esprit de l'être humain via son corps physique et du reflet subjectif de ceci dans l'imaginaire, suivant le taux vibratoire dans lequel il se trouve au moment de l'émergence de cette pensée. Alors, c'est très complexe et vous allez voir que, bien détaillé, tout va rentrer, tout va s'imbriquer, tout cela va superbement bien, le puzzle va se mettre en place. Alors, tout cela crée des pensées positives, voire négatives. Et au vu de ce qui se déroule en ce moment dans ce monde, il est facile de comprendre de quel côté les pensées humaines sont tournées. Les symboles matériels d'expression de la pensée sont les mots. Des mots que l'on écrit et que l'on prononce formant la parole. Les mots reflètent entièrement vos pensées, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. Chez beaucoup d'humains, je dirais un bon 95% de la population mondiale, les mots sont une expression personnalisée de la pensée exempte de connaissance de leur cause à effet. Un mot est une suite de sons et de caractères graphiques formant une unité sémantique et pouvant être distingués par un séparateur, par exemple un banc topographique à l'écrit. D'accord ? Ce mot est justement issu d'une analyse faite des 5 sens associés. Et dans la logique des choses, notre cerveau intervient pour construire ce mot qui est en parfaite adéquation avec l'analyse faite des éléments apportés des 5 sens ayant capté un élément précis. Ici, nous ne faisons pas de rapprochement avec une analyse sémantique ou syntaxique volontairement, d'accord ? Puisque contrairement à ce que tout le monde pense et imagine, ce n'est pas le bon chemin d'évolution. Vous avez bien entendu, pour rassurer les nuls en orthographe, il n'est plus question là de la façon dont vous allez prononcer le mot pour en faire une parole que la façon de l'écrire. Les fautes d'orthographe sont liées à un programme intellectuel inventé par l'homme et sélectionné par seulement quelques dizaines d'entre eux. Imaginez quand même que votre prénom s'écrive d'une certaine façon uniquement par le fait que cette petite trentaine d'hommes l'a décidé. Il en est ainsi pour chaque mot que vous prononcez. L'humain a été éduqué, et je vous encourage à aller voir la signification et les synonymes de ce verbe, de telle façon qu'il pense qu'il peut être inférieur aux autres parce qu'il est faible en grammaire, faible en orthographe, qu'il commet des fautes quand il écrit. Le dressage se fait en douceur et permet une obéissance sans borne, cantonnant les personnes dans des cases. Ainsi, il arrive que d'autres le montrent du doigt, aiguisant encore cette différence d'instruction et d'éducation, amplifiant la négativité d'un côté comme de l'autre, alors qu'il est question ici de la façon dont vous allez prononcer ce mot. Regardez et remarquez qu'à aucun moment je n'utilise le mot intelligence pour qualifier tout ceci. Souvent associé au célèbre cogito ergo sum de Descartes, la notion de pensée est d'abord un héritage de l'Antiquité, notamment de la philosophie antique grecque et romaine et des traditions judéo-chrétiennes. Dans la philosophie grecque en particulier, elle est étudiée à travers les concepts de nous, et je vous encourage à aller le voir, Le nous est un concept d'autant plus difficile à définir qu'il a connu de grandes évolutions à travers le temps. Alors, on peut l'appeler conscience collective, on peut l'appeler le nos, N-O-O-S, d'accord. Son évolution dans une approche évolutive et profonde en tant que concept, elle a d'abord été utilisée pour désigner le premier principe de toute chose, c'est-à-dire à la fois la raison supérieure ordonnatrice de l'univers et selon certaines interprétations, Dieu. D'accord ? Quelle que soit la religion que vous ayez d'ailleurs. La notion d'une entité plus grande que la physique et que le physique ne date pas d'hier. Elle en est même devenue, et ce depuis son apparition, un amalgame de distinctions délicates au sein même d'une doctrine philosophique.
Et ainsi, dans le platonisme, la question des parties de l'âme a donné lieu à des confusions. Et ce n'est pas le mot nous qui est utilisé, mais celui de faculté ou de puissance. Alors pour ma part, le nous, c'est l'ensemble des mots inventés par l'homme pour trouver une explication à ce monde et dans lequel le nos, la conscience collective et bien d'autres expressions que l'être humain peut utiliser justement pour tenter de comprendre cette puissance extraordinaire, eh bien tout cela trouve sa place et dans lequel nous pouvons développer notre pleine puissance. Anaxagore envisageait déjà un agent cosmique conçu comme puissance superlative et cosmotrice. D'accord? Il appelait l'intellect le nous. Et donc, il décrivit les pouvoirs et la nature dans un important fragment de son traité, le fragment 12. Et il le définit comme tel. L'intellect est limité, est illimité. Pardon, l'intellect est illimité. C'est le maître absolu. Et il n'est mélangé à aucune chose car il existe seul et par lui-même. En effet, il est de toutes les choses les plus subtiles et les plus pures. Il possède la totale connaissance de toutes choses et il a très grande puissance. Toutes les choses qui ont une âme, qu'elles soient grandes ou petites, sont toutes sous l'empire de l'intellect. C'est l'intellect qui a exercé son empire sur la révolution universelle, de telle sorte que c'est lui qui a donné le branle à cette révolution. Le point de départ de la révolution fut petit. Ensuite, celle-ci s'accroît et elle s'accroîtra toujours davantage. L'intellect a connu toutes les choses, aussi bien celles qui sont mélangées ensemble que celles qui sont discriminées et séparées. Et ce qui devait exister aussi bien que ce qui existait et tout ce qui n'existe pas maintenant, aussi bien que tout ce qui existe maintenant et ce qui existera, tout cela fut ordonné par l'intellect. Et aussi cette révolution que suivent à présent les astres, le soleil et la lune, et l'air, l'éther, qui résultent de la discrimination. Nulle chose n'existe d'une manière discriminée et totalement séparée d'une autre chose, excepté l'intellect. L'intellect est tout entier semblable à lui-même et il est à la fois grand et petit. L'enseignement que je partage dans ces conférences et dans mes livres est dans la continuité de tout cela. Il m'a été apporté par des dieux. En écrivant cela, j'ai conscience que certains diront que je suis dans une secte, comme le disent mes enfants, que je suis un grain dérangé, que je suis une sorcière et j'en passe. J'ai tellement entendu d'expressions qu'il me faudrait un livre entier pour les narrer. Soit, laissons tout ceci là où ça doit être et continuons ensemble cette initiation énergétique. Le nous possède déjà toutes les qualités qu'Aristote attribue et qu'il attribuera un siècle plus tard au premier moteur de la métaphysique, unité, pureté, omniscience, omnipotence, cosmotrice. Parfaitement identique à soi et n'étant mélangé à rien du tout, il existe toujours à travers toute la durée et existe par lui-même. Tout ceci est parfaitement exact. Cette puissance intérieure est l'unité, la pureté, l'omniscience, l'omnipotence, la cause à effet, la réalité dans un monde où l'imaginaire paraît réel par la densité et la force que nous déployons à créer la matière. C'est notre proportion à fixer notre mental sur une idée et donc une pensée qui fait que cette dernière se matérialise. Nous verrons en détail comment tout cela fonctionne tout au long de ces conférences et de ces livres. Le nous réunit donc l'intelligence totale et parfaite de toute chose à l'efficacité motrice et dans l'exercice de ces deux fonctions. Il ressemble à l'âme de Platon, tel qu'il la concevait à l'époque de Phédon, comme il ressemble à cet enseignement poussé que l'on m'a donné et que j'ai eu la chance de recevoir, une véritable chance de recevoir. Le nous possède en effet le pouvoir d'imprimer à l'univers son mouvement giratoire.
ce qui illustre la très grande puissance dont il est doté. Cette rotation entraîne le process de différenciation des innombrables qualités, humide, sec, chaud, froid, bruyant, obscur, etc., qui sont mélangées dans la matière primordiale et qui entourent le cosmos, ce qu'Anaxagore appelle le tout ensemble et qui est aujourd'hui la conscience collective, le nous, l'univers suivant le niveau de connaissance de chacun, qui, comme on le sait, est idiosyncrasique. Comment le nous connaît-il l'infinie complexité des choses? Sachant qu'Anaxagore était intéressé par toute l'actualité scientifique de son temps, on peut penser que ce processus de différenciation s'opère par une sorte d'attraction à distance, le semblable allant vers le semblable, selon la propriété physique de la pierre de magnésie et de l'ambre qui avait déjà frappé Thalès de Milet et qui était aussi connu par Platon. Pour en connaître l'intensité, je dirais que le nous est en nous. Et puisqu'il est en nous, le je suis disparaît pour devenir ce nous métaphysique extraordinaire dont la prétention ne peut se prévaloir que de sa connaissance. L'action du nous fait aussi apparaître des réalités nouvelles, jusque-là invisibles, par la vue des hommes, par une fonction combinatoire justement désignée dans les fragments 14 et 4, par les verbes amalgamés et combinés. L'effet de cette action est de créer des corps et des êtres composés. D'accord? Et quand vous allez voir la définition du verbe créer, elle est bien explicite, sachant que nous créons ce que nous passons et que nous avons été nous-mêmes créés de la même façon. Le principe intelligent du nous s'agit encore sur le plan microcosmique, comme le fait sur le plan macrocosmique. Il s'installe dans l'organisme des êtres vivants, des plantes, des animaux, en y pénétrant de l'extérieur, d'accord, dès leur naissance, pour y organiser leur croissance individuelle. Et c'est là qu'opère la magie du libre arbitre, en nous laissant décider de ce que nous allons faire de ce savoir inné qui est en nous. L'homme, dans sa grande mansuétude, est heureux de vivre dans la limite d'une centaine d'années. Ses yeux sont obstrués par la soif de richesse financière, par la compétition, par toute cette éducation, et pas cet enseignement, par cette éducation, ce dressage auquel il se soumet, pensant que c'est une bonne chose puisqu'on le lui rabâche depuis sa plus tendre enfance. Son choix lui permet de vivre un certain laps de temps dans un semblant de bonheur pour arriver à l'âge de la maturité dans un questionnement pour lequel il ne trouvera aucun courage à trouver les réponses, justement. Un arbre, quel qu'il soit, vit longtemps. Certains sont plusieurs fois millénaires, beaux, majestueux, pleins de cette grâce magistrale qu'est la vie. Certains d'entre eux sont plusieurs fois millénaires, portant haut l'étendard de la longévité. Rares sont les gens se posant la question de leur limite de vie, qui est à contrario de ces végétaux, les stoppe à une durée de vie comprise entre 60 et 120 ans pour les plus chanceux. Observez les arbres, pas celui que vous plantez dans votre jardin et qui du coup dépend de vous. Je voudrais que vous observiez ce qui se trouve dans la nature. Ils vivent en harmonie, ont la même force pour grandir et s'arrangent pour laisser suffisamment de place pour que le petit qui pousse puisse se développer. Il se penche d'un côté, permettant à la lumière d'arroser de ses bienfaits ce jeune qui a la force de vivre. La nature est magique, elle a tant à nous apprendre, Ces arbres sont unis les uns aux autres, ils se protègent, d'accord, et ne contrarient jamais la nature. Leurs branches poussent dans le même sens que le vent. Les oliviers, les chênes et bien d'autres peuvent atteindre des milliers d'années et des centaines de mètres de haut sans que personne ne comprenne pourquoi. Seul l'homme est capable d'ôter la vie de ces êtres vivants, capable de comprendre ce que eux n'ont pas eu la force d'assimiler. Ce choix de vie est inné. Il est en eux. Les arbres sont en lien avec la nature. Nous avons le choix, d'accord, en tant qu'être vivant, de sélectionner nos pensées, nos idées, et donc nos mots et nos paroles pour affectionner la vie ou chérir la vie matérialiste.
C'est le pouvoir que la vie nous a donné par le biais de la création. En faisant le constat de ce qui se déroule en ce moment dans le monde, il est évident que le chemin n'est pas le bon, qu'une voie plus judicieuse est à notre portée pour illuminer ce monde de bonheur et de joie de vivre. Il faudra du courage à l'homme pour délaisser sa richesse financière et enfin fouler la voie de l'évolution. Former un groupe, s'entraider, se protéger les uns des autres, se protéger les uns et les autres, comme le font les forêts, les troupeaux d'animaux sauvages. Nous sommes donc responsables à part entière d'un maximum de phénomènes sensibles dans le devenir du monde et au niveau de la transformation biologique du vivant. Surtout qu'à l'heure actuelle, les ressources scientifiques sont nombreuses et nous permettent de nous diriger dans une bonne direction. C'est juste une question de choix. Aujourd'hui, il est merveilleux de voir, de comprendre, d'accepter et d'appliquer l'enseignement divin que l'on m'a donné. Bien des scientifiques recherchent des explications à tout cela sans pour autant chercher en eux ce qu'ils tentent désespérément de comprendre par des recherches incessantes à l'extérieur. De ces rapports entre l'intelligence et toute cette argumentation, il résulte un lien nécessaire entre l'intelligence et le bien. Ce lien est développé dans ces conférences et dans mes livres et inclut l'intelligence dans le genre de la vertu et des biens de l'âme, à côté du courage et de la tempérance. Je dirais que tout ceci est le lien vers l'invisible et que notre proportion à évoluer nous permet de découvrir ce monde qui est bien réel, de soulever ce voile de perception négative et de voir briller le firmament d'un monde meilleur dans la compréhension et la conception de la pensée créatrice. Il est donc indéniable de considérer les lois universelles dont je parlerai tout au long de ce livre comme la vertu principale, celle qui commande à toutes les autres et qui réalise l'unité dans un tout. D'accord? Et donc une priorité. Je fais partie de ceux qui démontrent que la prééminence de la sagesse sur le plaisir matériel et sexuel constitue justement les fondements d'une vie heureuse. Le plaisir est un mot porteur d'illusions de toutes sortes. Le plaisir est classé dans une catégorie de l'illimité, genre qui n'a et qui n'aura jamais ni principe, ni milieu, ni fin. L'homme trouvera toujours quelque chose à acheter. Il trouvera toujours quelque chose à faire pour se faire plaisir. L'illusion de plaisir est un sentiment qui amène une éternelle insatisfaction. L'homme est un éternel insatisfait dans sa vie. Il n'est jamais content de ce qu'il a. Il râle toujours sur le temps, jalouse constamment ce que possèdent les autres, même si il n'en a aucune utilité. C'est cette insatisfaction constante qui engendre la course perpétuelle au matérialisme. Il va désirer toujours ce que l'autre possède et il veut toujours accaparer la victoire d'autrui. La preuve en est pour les matchs de foot où les supporters, où le supporter dit qu'il a gagné, d'accord, et peut également dire que les joueurs ont perdu. Vous voyez la distinction entre les deux, on le voit là. Il trouvera toujours une femme ou un homme à séduire pour prendre son corps physique dans un amour qu'il pense sentimental. Par là même, il peut ouvertement tromper son ou sa compagne, peut également aller séduire le ou la compagne d'un autre et profiter de sa faiblesse. Et tout cela dans le désir d'obtenir toujours plus de relations sexuelles, toujours plus de conquêtes, toujours plus de matériel, montrant une totale incompréhension de la vibration d'amour avec un grand A, qui est justement l'opposé de tout cela. L'intelligence, quant à elle, ne réside que dans une âme, c'est le choix que nous faisons par notre propre libre arbitre qui nous permet d'atteindre l'intelligence, qui est l'opposé de l'éducation scolaire et familiale, dont la définition très explicite parle de dressage. D'ailleurs, Platon affirmait qu'il ne pourra jamais y avoir de sagesse et d'intelligence sans âme. Or, l'intelligence est une sagesse admirable, ordonne et gouverne le monde. Le monde qui est un concept majeur de la philosophie, le monde bien plus élargi que le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire l'espace, la matière, les phénomènes qui nous sont accessibles par les sens, l'expérience, la raison, les connaissances et enfin l'enseignement. L'intelligence est donc l'auteur de toute chose, ce qui permet de classer l'intelligence comme le genre causal
exactement dans le genre de la cause productive et en tant que vertu, l'intelligence produit un effet nécessairement bon. Ainsi est établie la suprématie de la sagesse sur le plaisir. On s'aperçoit que l'intelligence fonde la sagesse pour nous diriger vers les connaissances qui, elles, nous donnent la possibilité de changer les causes d'une vie négative dans des effets positifs. Et tout cela améliore les futurs et engendre un présent bien plus respectueux du passé. Quand nous regardons l'étymologie de ce mot « penser », tout s'explique à celui qui a l'esprit ouvert. Il vient du latin pensare. En latin classique, peser, comparer. Alors, devrions-nous peser nos pensées avant d'ouvrir la bouche? Eh bien, il se pourrait que la réponse soit affirmative. La pensée qui devient parole est forcément liée à une émotion. Ce sentiment que l'on éprouve au moment où les mots sortent de notre bouche. Vous pouvez ressentir différentes émotions comme la joie, la peur, la colère, la tristesse, la haine, l'amour. Votre émotion est donc l'effet d'un événement qui s'est déroulé auparavant et pour lequel vous réagissez. Le mot émotion provient du mot français émouvoir et il est basé sur le latin emovere, signifiant hors de. Très intéressant. Et de movere signifiant mouvement, ce qui signifie que nos émotions sont en mouvement et que certaines peuvent nous amener à être hors de nous. Tout est encore expliqué sans que personne ne cherche sa signification. Les émotions sont le résultat de ce que nous ressentons au moment où l'événement se produit, au moment de le répéter, de le raconter. Et il en résulte que vous produisez toujours la même émotion en ressassant inlassablement ce que vous aimez ou n'aimez pas. Donc, bien entendu, il y a plusieurs types d'émotions que l'on rencontre. On a les émotions cognitives, les instinctives, les émotions cognitives qui viennent du cortex préfrontal, les instinctives qui viennent de l'amygdale, et on a bien entendu les primaires qui viennent tout ce qui est rage, violence. Voilà. Alors, il faut distinguer entre l'émotion et les résultats d'émotions, principalement les expressions et les comportements émotionnels. Les sentiments ne sont généralement pas considérés comme des émotions. Chaque individu agit et réagit généralement d'une manière déterminée par son état émotionnel, sa réponse se situant généralement dans l'un des axes combattre, fuir, subir, suivant sa propre compréhension de la situation, de son pays d'origine, de l'éducation qu'il a reçue, de la classe sociale dans laquelle il vit, où il a été élevé, et bien entendu des événements qui se déroulent autour de lui et de l'importance de leur donne. C'est très, très, très important de voir tout ça, en fait, de comprendre tout cela, en fait. L'un des premiers traités sur les émotions est dû au philosophe René Descartes. Dans son traité de Les passions de l'âme, Descartes identifie 6 émotions simples: l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie, la tristesse. Et toutes les autres en sont composées de quelques de ces 6 ou bien en sont des espèces. Le tort de l'humain est de classifier sa vie dans des cases au point d'en perdre le fil et d'accepter de descendre dans le règne animal et d'être considéré tel un troupeau. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Comme je le disais un peu plus haut, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Et cette réaction est liée aux connaissances, aux habitudes que votre famille vous a inculquées. Elle est idiosyncrasique et ne dépend que de votre façon à la gérer. Elle a d'abord une manifestation interne, bien entendu, et génère une réaction externe. Elle est provoquée par la confrontation à une situation, à une interprétation de la réalité. Et cela, une émotion est différente d'une sensation, laquelle est la conséquence physique directe, comme la relation à une température, à une texture. La sensation est directement associée à la perception sensorielle et la sensation est par conséquent physique. Quant à la différence entre émotion et sentiment, celle-ci réside dans le fait que le sentiment ne présente pas une manifestation réactionnelle. Néanmoins, une accumulation de sentiments peut générer un état émotionnel secondaire puisque le sentiment vient d'une émotion. Et l'émotion peut se définir comme une
séquence de changements intervenant dans 5 systèmes organiques que l'on a vu plus haut, et de manière indépendante et synchronisée en réponse à justement l'évaluation de la pertinence d'un stimulus externe ou interne par rapport justement à l'intérêt que vous portez à l'événement qui engendre cette émotion. Et tout dépend de vous et tout vient de vous. Et on voit aujourd'hui comment les choses peuvent s'envenimer uniquement par le ressassement. D'accord? C'est déjà quelque chose d'assez complexe. Donc je vous laisse la relire, d'accord? La réécouter. C'est quelque chose de très important et qu'il va falloir tenter de comprendre. Vos pensées deviennent des mots que vous prononcez, d'accord? En totale harmonie avec ce que vous ressentez à l'instant T, qui va donner donc du coup une vibration, d'accord? Une fréquence et qui va vous permettre justement de créer ce que vous êtes en train de dire. À bientôt pour la prochaine conférence.